Bon, alors, tu dois devenir standardiste. Tu peux plus travailler. Tout de suite. Non, mais... Alors, ces volumes sur le photovoltaïque, c'est vachement signifiant. Ouais. C'est vrai qu'on a une énorme invasion de photovoltaïque en France. C'est Ouais. complètement monstrueux. C'est l'explosion. En fait, on met à mal le pouvoir d'achat des Français, soudainement, Voilà. avec 0,0001% de l'énergie produite en France ou quelque chose comme ça, non? Ouais, Qu'est-ce que- c'est ça. Ben, en gros, 500 TWh consommés chaque année pour les Français. Et on a installé 800 mégawatts. Et on a à peu près, allez, on va arrondir, 1000 kWh par an. Donc ça fait quoi comme production? Il faudrait une petite calculatrice pour faire des calculs comptables. Mais On doit être proche de ça zéro, fait, là. Si tu fais proportionnellement. kWh. D'un côté on a en mégawattheure, de l'autre en térawattheure. Enfin bon, c'est bien inférieur à 1% quoi, de la consommation française. Non, mais l'affolement officiel, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est le gonflement de la liste des demandes de raccordement auprès de ERDF. D'accord. Alors oui, je t'ai pas tout dit en plus. Donc on Ah. a découvert, c'est ça qui est, c'est au fur et à mesure qu'il y a des réunions, puisque là donc on est censé vivre les réunions de concertation. Je dis censé parce que ça ressemble plus à des réunions d'information, mais bon, toujours est-il, on découvre des choses. Donc la première réunion c'était le 20 décembre il me semble. 20 décembre, on apprend qu'il n'y a pas une file d'attente, mais deux files d'attente. Ah, Et nous les professionnels, on n'était pas au courant. Il y a ERDF, donc Ok. Électricité Réseau de Distribution de France, qui Ouais. gère les réseaux publics de distribution qui appartiennent aux communes, donc tout ce qui est basse tension, et qui est la partie publique encore. Hein. Et EDF, le producteur, qui est la partie privatisée. Bon. Donc nous, tous les dossiers de demande de raccordement, on les fait à ERDF. RDF. Donc ERDF, il y avait quoi? Il y avait 2 gigas, quelque chose comme ça. En fait, Paraît-il, mais encore, je vais on sait arrondir rien les des chiffres pour simplifier, parce que bon, Par je contre, les ai pas on nous révisés. a interdit l'accès aux chiffres quand même. Donc, Oui, déjà, voilà. Alors, depuis les premières réunions, on clame haut et fort qu'on veut avoir accès à cette liste. Ça me Surtout paraît que- très. Oui. Mais ça serait Un déjà minimum, un bon oui. point de départ. Oui. Donc, parce que voilà, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'il y aurait, fin 2010, excusez-moi, ça va vite. Donc, il y aurait fin 2010 4 gigawatts de demandes de raccordement. Oui. Or, d'après le Grenelle et la loi PPI, donc c'est pluriannuel d'investissement, enfin bon, quelque chose Programmation comme ça, pluriannuelle. programmation pluriannuelle, voilà. Il y a un objectif qui est de 5400 mégawatts en 2020. Mais nous, on pensait que c'était un plancher. Et on est en train de découvrir que c'était peut-être bien plus un plafond qu'un plancher. Enfin, c'est ce qu'il nous D'accord. faut ressentir en tout cas. Donc oui, voilà. Alors, je vais essayer d'employer des unités. Donc les 5400 mégawatts, ça fait 5,4 gigawatts. Et il y aurait en file d'attente 4 gigawatts. Donc c'est pour ça que NKM, donc pour les centimes, donc c'est Nathalie Kosciusko Comorizet, dit on est en passe d'atteindre nos objectifs de 2020. Ouais. Sur le volume, mais pas sur les autres aspects. Donc j'y reviendrai après. D'accord. Et quand on compare, alors ces objectifs en plus ils sont vraiment, enfin à mon sens, je ne vais pas dire ridicules, mais ils sont quand même très faibles. Parce que donc nous on est à 800 mégawatts cumulés installés en France aujourd'hui. c'était L'an dernier, en 2011. l'an dernier, en Allemagne, rien que dans la seule année, ils ont installé 8000 mégawatts, 8 gigas. Donc plus que notre objectif. Donc, Pour 2020. final, oui. D'accord. Voilà. Donc, qui Bon. était absolument pas ambitieux, en fait. Si on Ben, raisonne je comme trouve ça. qu'il n'est pas ambitieux. Ouais, Bon, ouais. après, Ouais. bon, Enfin, voilà, ambitieux à la hauteur des enjeux. Sans parler d'être ambitieux, quoi. il me semble. Ouais. Ouais. Le plus gros reproche que j'aurais, parce que moi je suis pas anti-nucléaire non plus, hein, Ouais. c'est pas parce que je fais du solaire et de la chaudière bois que je suis anti-nucléaire, mais je suis pas pro-nucléaire non plus, j'ai trop de choses à leur reprocher, Oui. et notamment le fait que la plupart des pro-nucléaires ont ce qu'on appelle la pensée unique, et pour eux c'est le seul moyen existant et à Ah développer. ben non. Enfin, en Alors tout cas, que c'est non, pas il mon cas, faut ouais. mettre à côté. D'ailleurs, ça marche pas leur histoire. Puisque regardez, je demande à tout le monde, à tous les Français, de prendre le temps de regarder sur sa facture EDF, vous verrez qu'il n'y a pas que du nucléaire, et que parce qu'il y a du nucléaire, il y a du charbon et du fioul, et qu'on construit des centrales charbon en France, et qu'on en a besoin pour absorber les pics de consommation, parce que notre nucléaire ne peut pas répondre aux pics de consommation. Donc, Mais Et- on et- pourrait construire des stations. ça, c'est le problème hivernal. Il faut savoir qu'en été, les pics de consommation, ils sont pas à 19h, mais à midi. Donc là, le solaire a tout son intérêt.
Donc les journées ensoleillées, grâce ça permettrait à cet apport-là, on peut ne pas démarrer certaines centrales fuel polluantes ou et... garder notre eau dans les barrages. Pour les D'accord. jours où il pleut. Et D'accord. quand il pleut, on remplit les barrages. Donc finalement, le mix a plein Bien sûr. d'intérêts, quoi. Bon. Et alors, donc, je te disais tout à l'heure, on a découvert 2 listes d'attente, les 4 gigawatts. En fait, il y a RTE. Donc, RTE, je ne sais pas si tu connais, mais peu de Français, de toute façon, connaissent tout l'aspect électrique. C'est le réseau de transport d'électricité D'accord. qui gère toute la haute tension, les gros pylônes. D'accord. En gros, tout ce qui est au-dessus de 20 000 volts. Et donc, apparemment, il y a une liste de demandes de raccordement auprès de cet organisme, qui est une filiale d'EDF, hein, je ne pense pas dire de bêtises. Oui. Et première nouvelle. Et donc, dedans, on s'aperçoit qu'il y a plus de 60% de projets déposés par EDF-EN. Donc, EDF-EN, filiale d'EDF. EDF, 85% de l'actionnaire, c'est qui? C'est l'État. Oui. Donc en fait, on a découvert que la bulle spéculative, que la saturation... Était en partie due à, oui, voilà, à ceux qui veulent la combattre maintenant, en fait. en deux mots. il me semble, oui, il serait censé avoir, être au courant. Ouais, Je ne sais pas, quoi. Ou alors c'est que vraiment les choses vont trop vite pour eux, ou alors je suis désolé de le dire, mais ça me fait passer un peu à l'incompétence, enfin de l'incompétence. Bon, bref. Tous les jours, je me dis, il faut être fou pour entreprendre dans ce pays. Et je ne suis pas le seul. Nathalie Kosciusko-Morizet, NKM donc, nous dit que juridiquement, pour blinder leur moratoire, ils ne pouvaient pas trier les projets. Parce qu'eux, ils cherchent à dégonfler cette liste d'attente. Ouais. Bon, mais moi, il me semble que quand même que ceux qui ont fait des demandes sans permis de construire, alors que ERDF l'exige, ne devrait pas être considéré, quoi. On n'est pas sur le même pied d'égalité. Ça, c'est pas compliqué quand même, c'est pas une usine à gaz. Bien sûr. Bon, bref, il y a ça. Donc, on a découvert ça, c'était la première réunion, ça, donc ça a un peu chauffé. Après, il y a quelque chose qu'on dénonce aussi, c'est le fait que celui-là même qui a été désigné pour mener les négociations, donc M. Charpin, qui est à la direction générale du fisc, c'est celui-là même qui a écrit un rapport à charge au mois d'août et qui a engendré la baisse subite au 1er septembre et qui est un ex-administrateur d'EDF, de RDF. Enfin bon, on a quand même l'impression d'avoir affaire à une personne qui est jugée partie. Bon. Il a aussi publié un rapport de 250 pages sur l'avenir de la filière nucléaire en France. Voilà, c'est dans les années 2000, il me semblait. Ouais, donc il a publié un gros rapport sur le nucléaire où la lecture Oui, il peut pas se déjuger. apparaît le mot photovoltaïque que dans deux pages, sur 190 pages. D'accord. Et pris dans un contexte, encore une fois, de la pensée unique où rien ne peut remplacer le nucléaire en France. Mais on ne demande pas de remplacer le nucléaire par le photovoltaïque. C'est pas notre propos. On demande de l'accompagner. Bien sûr. D'être complémentaire. D'être complémentaire, de jouer réellement la carte du mix. Ouais. Notre président, M. Sarkozy, a affirmé l'an dernier, ou en 2009 d'ailleurs, oui ça doit être 2009, 2010 ou 2009, il me semble que c'est 2009, à l'INES, donc l'Institut National d'Énergie Solaire à Chambéry, qu'il fallait vraiment avoir une politique forte de développement des énergies renouvelables et que pour chaque euro investi dans le nucléaire, il investirait 1 euro dans les énergies renouvelables. Bon, on demande à aller voir les faits. Il faut que les projets soient viables économiquement. Ah ben non, ça marche pas. Sinon, personne n'y va. Il faut qu'il y ait les deux aspects, quoi. Bien sûr. Moi, je le vois bien. Début 2006, effectivement, les premières installations que j'ai vendues, les gens me parlaient d'écologie. Les dernières que j'ai vendues, c'était plutôt mais en plus, si c'est bien pour l'environnement, c'est super. Oui, comme on disait tout à l'heure, leur souci premier, effectivement. Mais le nucléaire n'est pas ennemi du solaire et l'économie n'est pas ennemie non plus de l'écologie, bien au contraire. Et ça peut fonctionner, ça devrait, ça doit fonctionner comme ça, quoi. Enfin, ça doit, après, il faudra arriver à faire fonctionner. C'est peut-être un vieux pieux, mais bon. Mais il faudra arriver à faire fonctionner les choses ensemble et non les unes contre les autres, là, parce que... Bon. En termes d'assurance, le nucléaire, est-ce qu'ils sont correctement assurés pour les risques? Alors là, je vais rester à mon humble niveau parce que bien évidemment, j'ai jamais travaillé pour l'univers du nucléaire
si ce n'est que j'assure quelques entreprises qui sont en sous-traitants. Oui, mais qui produisent des restes. Centrales, mais au niveau des centrales, pour moi, aujourd'hui, comme d'autres secteurs d'activité, tout ce qui est en rapport avec l'État s'exonère d'assurance. C'est-à-dire qu'ils se considèrent suffisamment capables d'assumer en cas de pépin financièrement les choses. Voilà. On peut en douter au vu de certaines situations économiques du pays, mais bon, en tout cas, les centrales ne sont pas assurées. Il y a un fonds que l'État gère, c'est-à-dire que c'est l'État qui assume financièrement les problèmes qu'il peut y avoir. Donc voilà, donc Vivar Énergie, on est dans notre 5e exercice. On a une très belle progression de notre chiffre d'affaires et effectivement il faut reconnaître que c'était en grande partie de par le photovoltaïque. On y est 13 aujourd'hui, puisqu'on a démarré à 5, nous sommes 13. Donc vous voyez qu'on a pu embaucher. Et l'équipe photovoltaïque, c'est 5 personnes. Donc on a un élève de la licence éolienne photovoltaïque du CNAM à Aubenas. Et le but c'était de l'embaucher l'année prochaine, mais bon, c'est peut-être remis en question. Et ensuite j'avais donc un ancien employé qui était mécanicien dans la boîte que j'évoquais tout à l'heure où les 5 associés vont travailler. Qui est près de la retraite et malgré tout il court comme une gazelle sur les toits, donc il a fait une formation de couvreur. Un autre jeune en CDD aussi, et puis mon frère en CDI qui s'occupe de toute la partie livraison, logistique et électrique, et puis moi-même qui chapeaute tous les projets photovoltaïques. Donc 5, et dans les 5 il y avait 3 personnes à pérenniser qui ne le seront certainement pas au vu de ce qui se passe, l'écho qu'on a des différentes réunions de concertation. Voilà, donc je pense que Vivar Énergie n'est pas directement... Enfin, on ne devrait pas aller jusqu'au dépôt de bilan à cause de ce moratoire, mais c'est clair qu'il va falloir délester. Il va falloir se séparer d'une partie du personnel et ça j'en suis très affecté, fortement peiné. Voilà, c'est un des rares secteurs où il y avait de la dynamique, où malgré la crise on pouvait embaucher et j'ai le sentiment que le gouvernement vient de tout casser.